Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. On va commencer par parler un peu de la chaîne. Tout d'abord, je tenais à remercier Camille pour avoir réalisé la bannière et le logo. En plus de ça, vous pouvez maintenant nous suivre sur Facebook et sur LinkedIn, où nous partagerons souvent des nouveautés. Je pensais créer plusieurs directs avec des TP, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et quel TP vous intéresserait. La vidéo d'aujourd'hui concerne Spark, qui est l'une des technologies les plus importantes dans le Big Data. Il s'agit d'un framework de programmation qui permet de paralléliser les traitements. Pour plus de rapidité, il est in-memory et permet de faire des traitements batch. Lorsque vous regardez une annonce dans le Big Data, vous voyez souvent des langages de programmation comme Python, Scala ou encore Java. C'est tout à fait compréhensible car ce sont des langages qui permettent de faire du Spark. On trouve aussi R, qui est moins stable et moins répandu. Un peu d'histoire. Spark est créé à Berkeley en 2009. En 2014, Spark est dans le top level des projets Apache. En 2016, la version 2 de Spark sort. Dans le framework Spark, on trouve Spark Core, qui va nous permettre de paralyser les traitements via des RDD, Resilient Distributed Dataset. Ensuite, on trouve plusieurs fonctionnalités, comme Spark SQL, afin de manier les données via du SQL, Spark ML afin de faire du machine learning, Spark Graphics pour traiter vos graphes, et encore Spark Streaming qui est du micro-batch, donc très proche du streaming. Un RTD est immutable, cela signifie qu'on ne peut pas le modifier. Lorsqu'on veut modifier un RDD, on est obligé de recréer un nouveau RDD avec les transformations comprises. Spark est composé de deux types de fonctions. Des transformations, par exemple mettre les caractères en minuscules, et des actions, comme compter le nombre de mots dans une phrase. On dit que Spark est lazy, cela signifie qu'il réalise les transformations qu'au moment où il voit une action. Nous verrons ceci dans le cas pratique de tout à l'heure. Comment fonctionne un programme ? Spark est composé d'un driver. Ce programme est responsable de la parallélisation des opérations dans votre cluster. C'est aussi là qu'on va trouver votre main. C'est lui qui instancie vos RDD, c'est le driver qui fait fonctionner votre cluster à travers le Spark Context. Enfin, c'est lui qui va générer le plan logique d'exécution, le DAG, Direct Acyclic Graph. Pour paralléliser les traitements, le driver va se servir de worker node. C'est à travers eux qu'on va trouver des exécuteurs. Un exécuteur est un agent distribué responsable de l'exécution de une ou plusieurs tâches. Un exécuteur fournit un stockage in-memory pour les RDD. Enfin, Spark s'exécute avec un resource manager, Yarn, Mesos ou encore en standalone. C'est le resource manager qui est responsable du démarrage des exécuteurs. C'est lui qui décide quelles applications a le droit de tourner sur quel exécuteur et à quel moment. C'est aussi lui qui va monitorer les exécuteurs. Cette vidéo a pour but de découvrir Spark. Je vais arrêter là pour la partie théorie et on va voir un petit peu comment lancer Spark. Pour cela, on va utiliser Spark Shell ainsi que le langage Scala. Je ferai d'autres vidéos pour aller plus loin dans la compréhension de Spark. Donc, qu'a-t-on besoin ? On va avoir besoin de Scala, de Java, de Maven et dans Scala d'IntelliJ. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit outil qui s'appelle WinUtils, qui permet de simuler l'environnement Hadoop sur votre PC Windows. Derrière, il faut créer une variable d'environnement Hadoop Home qui pointe sur cet outil, donc, qui est dans WinUtils bin. Voilà, ça c'est pour pouvoir avoir du coup Spark sur votre PC. Je vous conseille d'avoir un PC de 8 Go de RAM. Donc on utilise Maven, donc voici les dépendances, donc Spark Core qui est vraiment la base de Spark. Pour être facilement utilisable, là on va s'intéresser à Spark SQL, qui est quand même vraiment très simple si vous connaissez le SQL. Et enfin, on va lire du CSV, donc j'ai importé une dépendance CSV. C'est pas très compliqué. Ensuite, on va donc déclarer tout ce qui est conf Spark. Derrière, toutes les infos du Spark Builder. Donc effectivement, on voit qu'on est en local.
Donc ça, c'est important. N'oubliez pas que le but derrière, c'est de l'exécuter sur un cluster. Hein. Sinon, ça a aucun intérêt de faire du Spark. Par contre, en tant que développeur, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un jeu de données de 20 ou 30 lignes afin de réaliser votre développement. Vous serez beaucoup plus rapide que si vous traitez, je sais pas, 2 millions de lignes et où à chaque traitement, vous prenez 1 heure de temps de traitement afin de voir les résultats. Ensuite, donc on va lire un format CSV. Donc là, cette fois-ci, j'ai un header. On va voir que c'est assez intéressant. Et ensuite, tout simplement, je load le CSV et je l'affiche. C'est vraiment le Hello World du Spark, quoi. Donc j'affiche les 100 premières lignes et j'affiche absolument le champ complet. On pourrait mettre show entre parenthèses vide, c'est possible aussi. Donc on va l'exécuter. Donc Spark est quand même assez verbeux. Donc vous allez voir, hein, c'est verbeux. Voilà, hop. Donc là, du coup, on voit vraiment l'exécution de Spark qui nous fait son point chaud. Et en fait, le fait d'avoir mis le header nous permet d'avoir les noms de colonnes directement importés du CSV. Donc ça, c'est très intéressant. Juste une petite correction par rapport à tout à l'heure, hein, où je disais qu'on allait utiliser Spark Shell. En fait, non, on a complètement installé Spark en local sur son poste. Donc là, je vous montre vraiment la partie SQL de Spark. Donc on voit qu'on peut faire des selects, des filtres, comme en SQL, et des jointures. Donc là, c'est tout simplement un data frame, on sélectionne quelques variables, derrière on refait une jointure sur l'IDRF. Voilà. Et à la fin, derrière, on va faire une action qui est un count. Donc je répète, une action, ça permet aussi d'exécuter les transformations précédentes. Spark est lazy, donc les transformations s'exécutent à partir du moment où il y a une action. Donc maintenant, on va parler d'UDF. Une UDF, c'est une fonction qui va être paralysée directement sur tous les exécuteurs. Pour ça, donc on définit une fonction. Donc là, c'est une fonction extrêmement compliquée, effectivement. On voit qu'on prend le nom et le prénom et on les met en minuscules. Donc ouais, je pense que là, on va faire décoller une fusée. Mais le but est de voir quand même ce que c'est une UDF. Donc on définit une fonction. Et juste en dessous, juste en dessous, peu importe dans le code, on va définir l'UDF avec la fonction. Donc c'est à partir de là que, effectivement, vous pouvez paralyser cette fonction. Ensuite, là, on parallélise. Donc là, on va créer une nouvelle colonne grâce à cette fonction, en fait. Et j'ai voulu montrer encore la différence entre action et transformation. Donc là, je fais un println, wait, donc on va voir pourquoi. Et juste en dessous, je fais une action collect. Donc le collect, c'est pour ramener les données sur le driver. Mais c'est une action. Alors que là, effectivement, normalement, c'est une transformation, mais si on prend un code normal, ça devrait s'exécuter. Mais on va voir que le temps d'attente, parce que j'ai mis un sleep, le temps d'attente, il va se situer là. Bon, déjà, le collect, c'est assez long comme action, mais le temps d'attente, on va le trouver après le wait. Donc, voilà. Hop. Enfin, j'espère, hein, on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Alors, ça serait pas mal aussi de vous montrer ce que c'est que ça. Alors, boum. Donc ça, on le tape dans une URL. Et là, donc, on accède à tout ce qui est graphique. Donc, toute l'interface graphique de Spark. Et ça, c'est assez intéressant. C'est même assez essentiel à comprendre, en fait. Parce qu'il y a pas mal de choses, hein. Donc on peut voir les exécuteurs, on peut voir le DAG, donc comment s'exécute votre code, etc. Donc c'est vraiment assez intéressant. Je referai peut-être une vidéo pour bien vous montrer ce que c'est. Et alors j'espère que ça ne s'est pas fini. Sinon je vais donc là, on attend. Donc là on est en train d'attendre. Et finalement, normalement, le wait, il est un peu au-dessus. Voilà, donc on trouve le wait. Donc ça veut dire que dans le code, si on revient, on est là. Et en fait, non seulement on est là, mais il est en train d'exécuter aussi ceci. Donc avec notre fonction qui est en train d'attendre
Bon, c'est un petit test hein, pour vous montrer un petit peu la différence entre action et transformation. Et voilà déjà la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, vos questions, j'y répondrai. Puis dites-moi aussi si le format de la vidéo vous a plu. Est-ce que vous préférez des vidéos plus longues, moins longues, avec plus de techniques, peut-être moins de techniques aussi. Enfin, c'est vous qui voyez, hein. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Allez, ciao YouTube!